donc le dossier numéro 4. Donc il s'agit d'un patient âgé de 72 ans, donc on voit un patient assez au-delà de 70 ans, avec de nombreux antécédents personnels, donc une hypertension artérielle, cardiopathie ischémique, diabète, surcharge pondérale, donc on voit le patient avec une importante comorbidité, un tabagisme actif à 40 paquets années, donc des problèmes cardiovasculaires, sûrement des problèmes pulmonaires sous-jacents, une obésité, un diabète, d'où la polymédication. Bon. Et donc le patient consulte pour des troubles mictionnels depuis 6 mois d'aggravation progressive. Donc là, on est dans la pathologie fonctionnelle chez un patient avec une lourde comorbidité. Donc ça va sûrement conditionner le traitement. Il faut bien comprendre. Essayez de comprendre en lisant l'énoncé. Là, on veut vous emmener. Hein. Ça fait partie des règles du jeu. Alors à l'interrogatoire, donc on va retrouver les symptômes qui amènent à la consultation avec une pollakiurie diurne et nocturne, une sensation de vidange vésicale incomplète. Donc le patient doit avoir une pesanteur pelvienne. Il doit vraisemblablement uriner en plusieurs fois, son jet est faible, et puis il a une urgenturie. Alors, urgenturie, on peut être un peu surpris. Urgenturie, c'est pas un terme forcément qu'on connaît, parce que c'est un terme qui vient d'apparaître dans la nomenclature, donc on l'entoure. On va essayer de ne pas se faire avoir avec ce terme. À l'examen physique, donc au toucher rectal, une prostate volumineuse, volumineuse, supérieure à 50 cc, c'est volumineux. Elle est souple. Perte du sillon médian. Perte du sillon médian, ça veut dire adénome. Ça veut dire HBP, hypertrophie bénigne de la prostate. Ça, c'est caractéristique. Et puis, une bandelette urinaire qui est quasiment normale, sauf 2 items. Il y a une hématurie microscopique et il y a une glycosurie. Bon. Alors, quels sont les arguments en faveur d'une hypertrophie bénigne de la prostate? Bon, donc celle-là, déjà, on est conforté dans notre diagnostic d'HBP. On l'avait déjà vu à l'énoncé. Donc là, on est bien dans l'hypertrophie bénigne de la prostate, dans la pathologie fonctionnelle du bas appareil urinaire. Quel examen complémentaire prescrivez-vous aux patients à l'issue de la première consultation? Bon, là, ça fait partie des choses à connaître. Mais on a vu quand même qu'il y avait l'hématurie microscopique. Donc là, il ne faut pas l'oublier, parce que ça va sûrement... On y pense tout de suite. On se le met sur un petit bout de papier, l'hématurie microscopique, et puis on a vu qu'il y avait du sucre dans les urines aussi. Donc ça, il y a en plus de l'HBP, des examens à demander dans le cadre de l'HBP, sûrement des examens pour l'hématurie et pour la glycosurie. Donc, méfiance. Mais on est prêt à répondre aux questions. Alors, la débimétrie en consultation montre un débit à 9. 9. Est-ce que c'est beaucoup? Là, il faut faire appel à des connaissances. Pour une miction de 225 cc, alors ça, on nous donne le volume. Donc, pourquoi? Ça doit être pour évaluer la débimétrie. On sait qu'on peut tenir compte de ce chiffre si c'est supérieur à 150 cc. Donc, c'est pour ça qu'on donne les 225. Donc, ça veut dire que le chiffre là est exploitable. Donc on est d'accord. Peut-on proposer d'emblée un traitement chirurgical? Alors le patient est très gêné, mais il a une grosse comorbidité, donc on prend... Là, je ne sais pas trop, on va y réfléchir après. Alors, dysurie, je sais ce que c'est. Urgenturie, mince, il me demande évidemment le nouveau terme qui est apparu. Donc là, ça fait appel à des connaissances, mais on va voir à quoi ça peut correspondre. Le patient est perdu de vue, consulte en urgence 18 mois plus tard pour une rétention aiguë d'urine. Il n'a aucun traitement de fond de l'HBP, donc il a manifestement pas suivi le traitement qu'on lui a prescrit, ce qui est souvent le cas chez les patients qui sont polymédiqués. Il n'a pas de fièvre. Un cathétérisme urétral permanent est réalisé. Alors là, c'est un terme un petit peu barbare que l'on voit apparaître. On se dit, mince, qu'est-ce que c'est que ce terme, cathétérisme urétral permanent? C'est vrai que d'habitude, on utilise plutôt la terminologie sondage vésical, mais c'est vrai que le vocabulaire approprié, c'est celui-là. Et puis, on évacue 700 cc d'urine. Quelle est l'autre modalité de drainage vésical? Donc là, on me demande une autre modalité de drainage vésical et de préciser ses contre-indications. Bon, ça, c'est des questions qui sont assez pratiques. Quel traitement médical de la rétention aiguë d'urine peut-on proposer? D'accord. Alors là, le traitement médical, ça, j'ai dû apprendre quelque chose là-dessus. Ça va
doit aller. Et puis 24 heures après le cathétérisme urétral, le patient a des épisodes confusionnels. Alors il a 72 ans. 72 ans, il est confus et il a uriné 5 litres. Bon, là c'est pareil, il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'années de médecine pour savoir que ça fait beaucoup. Quel est votre diagnostic? D'accord. Bon, alors, on commence à lire. Donc on voit bien, avant de se précipiter sur les réponses, un patient qui vient pour des troubles mictionnels en rapport avec une hypertrophie bénigne de la prostate, avec une comorbidité et qui va poser des problèmes thérapeutiques. Alors, quels sont les arguments en faveur d'une hypertrophie bénigne de la prostate? Alors, les arguments, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors évidemment, il y a l'argument de fréquence. Ça, on y pense tout de suite. L'argument de fréquence, on sait que les troubles mictionnels chez les patients de plus de 50 ans, ça doit être 80% de la population. Donc, et l'hypertrophie bénigne de la prostate est très présente. Donc ça, l'argument de fréquence, on y pense tout de suite en mettant le terrain, l'homme âgé de plus de 50 ans. Ça va de pair. Donc on ne perd pas de points là-dessus. Et puis le patient, donc dans l'énoncé, on a vu qu'il avait des troubles mictionnels. Alors là, c'est pareil, il faut toujours essayer de retranscrire dans le jargon urologique, en utilisant la bonne terminologie, ce que l'on a vu dans l'énoncé. Il ne faut pas paraphraser. Donc on a des troubles mictionnels obstructifs, c'est la mauvaise vidange vésicale, c'est le G faible, c'est la pollakiurie. Donc les mots-clés, c'est troubles mictionnels obstructifs, par opposition aux troubles mictionnels irritatifs, que sont donc l'urgenturie et la pollakiurie. On voit que la pollakiurie, elle apparaît deux fois, on va voir pourquoi. L'hypertrophie prostatique au toucher rectal est quand même assez typique. La perte du sillon médian, on l'avait noté quand on avait lu l'énoncé, c'est caractéristique. Et puis on sait qu'une prostate, ça a quand même un volume bien inférieur à 50 cc lorsqu'elle est normale. Alors, on l'a vu, la pollakiurie est un signe qui peut être irritatif et qui signe une hyperactivité vésicale. Hyperactivité vésicale, c'est une vessie qui va jouer son rôle de réservoir, mais qui va entraîner des mictions de façon répétée. Et donc entraîner une pollakiurie. Ça peut se rencontrer dans le cadre de l'HBP. S'il existe un lobe médian, le lobe médian venant irriter le trigone, et donc on peut avoir une hyperactivité vésicale et une pollakiurie. Mais la pollakiurie peut également constituer un signe obstructif, puisque s'il existe un résidu post-mictionnel, eh bien la vessie va donc se remplir plus rapidement. Elle ne part pas de 0, mais de 150 ou 200 cc, et donc par conséquent, les mictions vont être plus fréquentes parce que la vessie se remplit plus rapidement. Alors, la prostate normale au toucher rectal, toujours difficile à apprécier. On va plutôt parler de prostate d'homme jeune. Une prostate d'un homme jeune, elle a un volume inférieur à 15 cc. Donc là, dans le cas présent, on voit que c'est supérieur à 50 cc, donc c'est plus de 3 fois la normale. Donc on est vraiment dans le cadre de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Une prostate est souple, donc quand elle est hypertrophiée, elle garde sa souplesse. Et puis, on a un sillon médian qui est palpable. Vous vous rappelez, lors du dossier sur le cancer de la prostate, on a toujours cette image de la prostate en forme de cœur. Et puis, donc, il faut imaginer ce sillon entre les deux lobes de la prostate. Ce sillon est palpable au toucher rectal. Donc, il faut garder cette notion de sillon sur une prostate normale qui disparaît lorsqu'elle s'hypertrophie. Alors, le volume prostatique est difficile à évaluer. Ça, c'est quelque chose une notion qui est importante à connaître. Il est difficile à évaluer et donc, par conséquent, si on doit choisir un traitement chirurgical par la suite, c'est toujours difficile de choisir la technique la plus adaptée au volume prostatique. Il est difficile à évaluer en clinique. Pourquoi? Parce que lorsque l'on fait le toucher rectal, eh bien, on n'a que la portion de la prostate qui est au contact du canal anal, et parfois lorsqu'il existe un lobe médian qui se développe sur la portion antérieure de la prostate, eh bien, on ne va pas pouvoir le palper. Et puis, en échographie, c'est toujours difficile. Pourquoi? Parce que la prostate a une forme très particulière, et donc il est difficile de l'assimiler à une forme géométrique connue, et donc très souvent on pêche par excès dans l'échographie, surtout lorsqu'il existe donc des déformations à type de lobe médian. Alors,
L'HBP est donc un diagnostic clinique, hein, ça c'est très important, donc le toucher rectal encore une fois est fondamental, il n'y a aucun examen complémentaire nécessaire à affirmer le diagnostic d'hypertrophie bénigne de la prostate. Et il n'y a pas de corrélation, hein, ça c'est aussi une notion très importante dans le cadre de l'HBP, entre le volume prostatique et le retentissement de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Alors, je vous ai parlé de la notion de lobe médian, je vais vous faire un petit schéma à ce sujet. Donc on va dessiner une vue latérale du petit bassin. Donc ici on va mettre en place la symphyse pubienne. On va mettre en place la vessie. Je mets en bleu la prostate. L'urètre en rouge, hein, avec l'urètre prostatique. Et donc le lobe médian peut correspondre, alors si donc le col de la vessie, il est ici, hein, on va le resurligner en rouge. Donc on imagine que les méas urétéraux et le trigone sont par ici. Hein, si on fait une vue de 3/4, eh bien le lobe médian, c'est une portion médiane de la prostate qui va se développer et qui peut venir donc en arrière, comprimer le trigone. Et donc on voit bien que lorsqu'on fait, donc ici on va mettre en place le canal anal, eh bien au moment du toucher rectal, on n'a vraiment accès qu'à cette portion de la prostate, et tout ce qui se passe sur la portion antérieure de la prostate, eh bien, ne peut évidemment pas être évalué par le toucher rectal. Donc on a une mauvaise image du toucher rectal, une mauvaise, pas une mauvaise image, pardon, mais une mauvaise qualification des dimensions de la prostate, quantification des dimensions de la prostate, et même chose, lorsque la prostate donc, a un lobe médian, donc on va avoir une prostate qui va avoir donc on va avoir les deux lobes, le lobe droit, le lobe gauche, et donc ce lobe médian qui va se développer en arrière et qui va venir irriter le trigone. Et donc là aussi, on voit bien que si le radiologue, et c'est l'erreur la plus fréquemment faite, assimile la prostate en prenant ses grandes dimensions, eh bien, il va largement majorer le volume de la prostate. Donc tout ça pour vous expliquer que l'évaluation du volume prostatique est difficile. Alors, la question 2. Quel examen complémentaire prescrivez-vous aux patients à l'issue de la première consultation justifiée? Alors, une échographie réno-vésicale avec mesure du résidu postmictionnel. L'échographie, surtout lorsqu'il existe des signes de dysurie, peut être intéressante pour rechercher un retentissement de l'adénome sur la vessie et éventuellement sur le haut appareil urinaire. Donc on va également demander une fibroscopie vésicale. La fibroscopie vésicale, elle est motivée par l'hématurie microscopique qu'on l'a vu. Donc l'hématurie en première intention comporte comme exploration la fibroscopie et puis l'échographie rénale, donc, qui est déjà demandée dans le cadre de l'HBP. Et puis ne pas oublier que le patient a un tabagisme actif et donc évidemment on va rechercher une tumeur de vessie par la fibroscopie. Ne pas passer à côté également d'une tumeur de vessie qui pourrait entraîner l'irritation vésicale et les urgenturies que le patient mentionne à l'interrogatoire. Donc la fibroscopie vésicale se justifie tout à fait. Et puis on va demander un ECBU avec un éventuel antibiogramme avant l'endoscopie urinaire, ça c'est systématique. Et puis sur le plan biologique, donc on va demander un patient qui a une comorbidité importante, des troubles mictionnels, donc on va évaluer sa fonction rénale et son ionogramme sanguin. Et puis, on a vu, il a une glycosurie, donc on peut demander au minimum une glycémie à jeun, une hémoglobine glyquée, pour s'assurer que son diabète est bien équilibré. Alors, la fibroscopie vésicale ne fait pas partie du bilan standard d'une hypertrophie bénigne de la prostate. Elle n'est indiquée ici qu'en raison de la présence d'une hématurie microscopique. L'échographie réno-vésicale, donc comme je vous le disais, va rechercher les complications éventuelles de l'HBP.
Donc si l'on a un obstacle sous-vésical, dans un premier temps, le muscle s'hypertrophie, le détrusor s'hypertrophie, donc on va avoir une vessie de lutte qui va apparaître, qui peut éventuellement s'accompagner de diverticules de la vessie. Les diverticules, ce sont des expansions de la muqueuse de la vessie à travers les travées musculaires qui se sont hypertrophiées, ce qui déforme complètement la vessie, et on peut avoir à l'intérieur de ces diverticules une rétention d'urine qui peut s'infecter. Et puis, on peut avoir à un stade plus important une dilatation des cavités rénales. Pourquoi en général? Parce que les uretères sont pris à l'intérieur de l'hypertrophie détrusorienne dans leur trajet intramural, et donc il peut y avoir un retentissement sur le haut appareil, ou au contraire, la vessie peut se laisser complètement distante après cette phase de lutte, et la vessie se distend, et le haut appareil, la distension du haut appareil suit. Donc la débimétrie réalisée en consultation, donc on a déjà vu, ça on l'avait noté, on a une miction de 225 cc, donc on peut analyser la débimétrie. 9 ml par seconde, ça n'est pas très élevé. Quel traitement proposez-vous dans l'immédiat? Peut-on proposer d'emblée un traitement chirurgical? Alors, non, on ne peut pas proposer un traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, il n'est indiqué d'emblée que lorsqu'il existe une complication, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, on va proposer évidemment un traitement médical qui va être essentiellement un traitement médicamenteux. Le traitement médicamenteux de l'hypertrophie bénigne de la prostate fait appel à 3 classes médicamenteuses qui sont les plantes, la phytothérapie, les alpha-bloquants et les inhibiteurs de la 5-alpha réductase. Donc, à l'heure actuelle, les médicaments qui ont la plus grande efficacité sont les alpha-bloquants et les inhibiteurs de la 5-alpha réductase. On peut les associer, surtout chez ce patient pour lequel on va essayer de se donner le maximum de chances pour éviter un traitement chirurgical du fait de sa morbidité importante. Donc on peut tout à fait associer chez lui un traitement alpha-bloquant et un inhibiteur de la 5-alpha réductase. Alors, la bithérapie est autorisée dans l'HBP. Alors, c'est vrai que ça, c'est variable dans le temps, je dirais, parce qu'il y a 10 ans, la bithérapie était contre-indiquée dans les références médicales opposables. Maintenant, elle est à nouveau autorisée parce que des études ont montré son efficacité. Et lorsque l'on parle de bithérapie, on parle d'association entre un alpha-bloquant et un inhibiteur de la 5-alpha réductase, comme c'est le cas chez ce patient, c'est ce qu'on lui a proposé. Le volume prostatique est supérieur à 50 cc, c'est pour ça que l'on peut associer un inhibiteur de la 5-alpha réductase, puisque les inhibiteurs de la 5-alpha réductase ont pour effet de faire diminuer le volume prostatique en inhibant la transformation de testostérone en dihydrotestostérone et jouent sur donc inévitablement la sécrétion du PSA. Et donc on peut avoir, et ça c'est le biais que l'on doit connaître en utilisant ces médicaments, c'est que l'on peut avoir une diminution artificielle du PSA, ce qui peut masquer des élévations pathologiques. Donc on doit manier ces médicaments avec précaution. Alors, définir dysurie et urgenturie. Alors évidemment, urgenturie, on le demande parce que c'est un nouveau terme de la terminologie. Alors, ce sont 2 définitions qui sont complètement différentes. Puisque la dysurie, elle, est une définition qui est débimétrique. Elle se définit par un débit maximal inférieur à 15 ml par seconde. Donc chez ce patient, il a une dysurie puisque son débit maximal est inférieur à 9 ml, est à 9 ml par seconde. En revanche, l'urgenturie est-elle un nouveau terme que l'on utilise, qui a remplacé le terme d'impériosité mictionnelle, et c'est une envie urgente d'uriner en l'absence de réplétion vésicale, c'est-à-dire qu'il est tout à fait physiologique d'avoir envie d'uriner lorsque la vessie est pleine, ça devient pathologique lorsque cette envie d'uriner survient, la vessie n'est pas pleine. Alors, la définition de la dysurie n'est pas clinique mais débimétrique, donc il faut bien faire attention à ça. Très souvent, le patient commence à avoir conscience de ses symptômes lorsque le débit maximal est inférieur à 10 ml par seconde, ce qui est le cas chez ce patient, très souvent entre 10 et 15. Il existe une dysurie débimétrique, mais elle n'est la plupart du temps pas clinique. En tout cas, le patient n'a pas de symptômes fonctionnels urinaires. Le terme urgenturie remplace
dans la nouvelle sémantique le terme impériosité mictionnelle. Et c'est vrai qu'on comprend urgenturie. C'est vrai que si l'on est un petit peu désarçonné par ce nouveau terme, un petit peu de bon sens nous fait comprendre que dedans il y a urgent, il y a uri, donc manifestement c'est des envies urgentes d'uriner, donc on peut tout à fait s'en sortir si on ne connaît pas vraiment ce terme, et c'est pour cela qu'il a été utilisé en remplacement d'impériosité mictionnelle qui paraissait un petit peu inapproprié, parce que plus difficile de compréhension, je pense. Et donc il s'agit du symptôme principal de l'hyperactivité vésicale. L'hyperactivité vésicale, qui est donc une contraction trop fréquente de la vessie, qui peut s'accompagner donc de besoins urgents, d'une pollakiurie, et on l'a vu, cette hyperactivité vésicale peut exister dans l'HBP, surtout lorsqu'il existe un lobe médian irritatif, comme on l'a vu sur le schéma. Alors, quelle est l'autre modalité de drainage vésical? Préciser ses contre-indications. Bon, ça c'est très bateau. Il y a deux possibilités. On a vu dans le cadre du rein tout à l'heure les deux possibilités de cathétérisme. Eh bien, on a les mêmes au niveau de la vessie. Soit on a un drainage qui se fait par voie transcutanée, c'est le cathétérisme suspubien. Et donc, évidemment, quelles sont ces contre-indications? Il faut absolument qu'il y ait un globe vésical. Éviter des troubles de la coagulation puisqu'on va ponctionner la vessie et la paroi. Et puis là, deux contre-indications qui sont quand même relatives et rares. Les pontages vasculaires, donc ça peut se rencontrer chez les patients qui ont des antécédents de chirurgie multiples au niveau vasculaire. Bon, le patient ici a une comorbidité, on regarde ses antécédents, manifestement il n'a pas eu de pontage dans le cadre d'une artériopathie des membres inférieurs. Et puis, une autre contre-indication qui peut être relative, c'est les abdomens multi-opérés avec des cicatrices et des adhérences qui font que la vessie n'est pas forcément, lorsqu'elle est pleine, suspubienne. Et il peut y avoir des interpositions entre la vessie et la paroi qui peuvent amener, en cas de cathétérisme suspubien, à la perforation d'organes digestifs. Alors, on comprend ici sur ce schéma, en le reprenant, les deux possibilités du drainage. Soit on cathétérise la vessie lorsqu'elle est pleine, donc quand on a un globe, la vessie va se remplir, et donc on va mettre ici un cathéter par voie suspubienne, ou on met un cathéter par voie urétrale. On a le même principe de drainage que précédemment pour les voies urinaires. Soit on utilise, je dirais entre guillemets, les voies naturelles, soit on utilise un drainage percutané. Alors, quels sont... un autre commentaire sur le cathétérisme suspubien, c'est un drainage de choix en cas de rétention aiguë d'urine. Pourquoi? Parce qu'il va limiter les risques de contamination des urines. On sait que éviter la filière urétrale et le périnée lorsque l'on met en place une sonde, ça permet d'éviter un réservoir de germes. On sait que si on arrive à bien désinfecter la peau, on a un risque d'infection urinaire au moment de la pose du drainage qui est beaucoup moins important en cas de cathétérisme suspubien. Et puis surtout, ça a l'avantage de laisser la filière urétrale libre, et donc par la suite, en clampant le cathéter, on pourra vérifier immédiatement l'efficacité de son traitement sans être obligé de retirer la sonde et puis de la remettre si le traitement n'est pas efficace, ce qui amène à faire des manœuvres endo-urétrales itératives qui peuvent être à l'origine d'infections, voire de prostatite iatrogène. Donc on comprend bien que le cathétérisme suspubien est un drainage de choix qui malheureusement ne peut être fait la plupart du temps que par l'urologue. Alors, quel traitement médical proposé en cas de rétention aiguë d'urine? Il existe actuellement un protocole qu'il est important de connaître. Ce protocole propose un traitement médicamenteux à base d'alfusosine, qui est un alpha-bloquant, donc il faut au moins préciser l'alpha-bloquant, et le sevrage du drainage. Donc, dans le cas d'une sonde, ça sera l'ablation de la sonde. Dans le cas du cathéter, ça sera le clampage du cathéter. Pourra être tenté après 2 prises médicamenteuses à 24 heures d'intervalle. Donc, une fois que le patient a eu ces 2 comprimés d'alpha-bloquant, on peut envisager de supprimer le drainage. Ce protocole médicament est indiqué en cas de premier épisode de rétention aiguë d'urine. C'est là qu'il a été validé. L'alfusosine a l'AMM dans cette indication. Le nom commercial de l'alfusosine, c'est le Xatral. Sous sa forme LP10, je ne pense pas qu'on puisse vous demander la posologie.
Par la suite, donc, le traitement médicamenteux doit être poursuivi parce que donc, c'est lui qui permet la récidive d'un épisode de rétention. Et en cas d'échec de ce protocole, eh bien, un traitement chirurgical peut être indiqué puisque le patient ne répond pas à ses mictions. La seule façon sera d'envisager une résection de l'adénome de la prostate. Donc 24 heures après le cathétérisme urétral, le patient a des épisodes confusionnels. On a vu, il a 72 ans, il est confus et surtout, il est uriné 5 litres dans les suites du drainage. Quel est votre diagnostic? Donc là, ça fait appel à des notions que vous devez avoir. C'est le syndrome de la levée d'obstacles. On sait que lorsqu'il existe une rétention d'urine, alors ça peut exister au niveau de la vessie, ça peut exister également au niveau du rein, eh bien la levée de l'obstacle, le mécanisme physiopathologique est un peu complexe, mais la levée de l'obstacle va s'accompagner d'une hyperdiurèse, et donc cette hyperdiurèse peut tout à fait être quantifiée. Donc on a une diurèse qui va s'accentuer, qui peut atteindre 5 voire 10 litres, parfois dans les syndromes de levée d'obstacles vraiment très importants. Et il est évident que si le patient n'est pas compensé dans le même temps, eh bien on va avoir en 24 heures une déshydratation très importante qui va apparaître et donc qui va se manifester surtout chez les personnes âgées par des épisodes confusionnels. Mais à l'examen clinique, on va retrouver tous les signes de la déshydratation extracellulaire, la bouche sèche, le pli cutané, etc. Donc ça, c'est vraiment très classique. Donc bien faire attention et surtout surveiller cette diurèse immédiate qui peut conditionner l'apparition d'un syndrome de levée d'obstacle. Donc il est à rechercher systématiquement. Lorsque l'on met une sonde, il est favorisé par des rétentions d'urine qui se sont déjà prolongées. L'épisode où le patient vient immédiatement consulter ne s'accompagne en règle générale pas de ce syndrome de levée d'obstacle. Et puis il impose une surveillance stricte de la diurèse avec une compensation parentérale chez les personnes âgées qui ne peuvent pas boire suffisamment. Donc il faut être très vigilant pendant les 24-48 premières heures et au besoin hospitaliser le patient. Voilà, donc là aussi, les troubles mictionnels en rapport avec une hypertrophie bénigne de la prostate n'ont jamais fait l'objet d'un dossier à l'internat. Compte tenu de leur fréquence, il me paraît indispensable d'avoir ces notions sur la prise en charge de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Je vous remercie.